La planète Terre est le lieu où règnent les forces du mal. C'est en substance la thèse défendue par le professeur Xiang. C'est un abonné qui m'a fait découvrir cette chaîne en m'envoyant cette vidéo, La mort par la bureaucratie, dont je vous ai déjà parlé. J'ai vu toute sa série, sa dernière série, Secret History, donc de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 26, et il reste 3 ou 4 épisodes avant que la saison ne soit close. Cette chaîne et ce professeur sont vraiment c'est vraiment un ovni. Donc, je ne suis pas d'accord avec les fondements métaphysiques de l'analyse qu'il propose, cependant, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que il n'en reste pas moins que je trouve ces vidéos extraordinaires et très enrichissantes. Comment c'est possible, vous allez me dire? Bon, et ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de matière, je vais pas pouvoir tout couvrir, mais on va aller à l'essentiel. Je vais vous expliquer ce qu'il y a sur cette chaîne et pourquoi à chaque fois que je vais la voir, en fait, là, il est à 912 000 abonnés et si vous retournez voir sa chaîne demain, je pense qu'elle sera à 915 000. Elle est en pleine ascension. Donc on va regarder tout ça et voir ce que ça cache. Donc la personne qui fait les vidéos, c'est lui, c'est un professeur, je suis allé vérifier, qui enseigne en Chine dans une école, un lycée prestigieux. Il enseigne à Pékin. Et dans son cursus, il a été conseiller pédagogique pour des programmes expérimentaux. Alors, c'est clair que ces enseignements, donc ce sont des cours filmés, sont clairement expérimentaux, hein. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils enseignent en Chine, mais je vous dis, c'est un ovni. On peut pas le classer dans quoi que ce soit. Mais donc, je suis allé vérifier son parcours. C'est pas un Olibrius qui prétend ceci ou cela. Il est qui il dit qu'il est, et c'est quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, ses vidéos sont extrêmement bien foutues et très étayées. Mais pour vous dire un peu, pour planter le décor, il commence en disant à ses élèves que ce qu'on leur apprend est un mensonge. Et notamment, il commence par dézinguer un peu l'argent qu'il met au centre de ce phénomène du mal qu'il analyse, et aussi la notion d'individu, la notion de matérialisme. Et ses élèves lui demandent, mais professeur, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des études? Et il leur répond, non, non, c'est pas la peine de faire des études dans les universités, parce qu'il dit que ça fait partie des structures de pouvoir qui sont là pour maintenir les gens en esclavage, en fait, pour accumuler plus de pouvoir. Et donc, s'ils veulent apprendre des choses, qu'ils ouvrent des bouquins, qu'ils étudient par eux-mêmes, en gros. C'est assez surprenant de voir ça dans une école chinoise, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, le sujet de ces vidéos, qui font qu'elles sont si intéressantes, c'est qu'ils décortiquent les structures du pouvoir et le fonctionnement du pouvoir. Et, je vais le dire comme je le pense, ce sont des cours de conspirationnisme, en fait, mais des super cours de conspirationnisme. Je pense que je connais pas mal la littérature conspirationniste, et bon, en général, c'est un peu machin à dîner avec truc, donc ils pensent la même chose, donc ils sont tous liés contre nous, et voilà. Bon, ça va pas chercher très loin, je caricature, mais bon, souvent c'est ça, hein. Ou alors, il y a les extraterrestres qui ont pris le pouvoir de la planète. Bon, c'est des trucs farfelus. Là, c'est pas du tout ça. C'est étayé par des travaux universitaires. Ils citent souvent, pas toujours, mais les auteurs qui sont derrière. Et surtout, c'est l'apport, je trouve, principal de sa chaîne. Ce qui fait que ses vidéos sont si marquantes, c'est qu'il décortique l'évolution historique de ces pouvoirs. Il nous dit, voilà d'où ça vient, voilà comment ça a évolué, et voilà pour quelle raison. C'est un mélange de philosophie, d'histoire, d'anthropologie, de psychologie, de sociologie, et il explique l'origine de tout ça, comment ça a évolué dans le temps, et les mécaniques internes des cercles de pouvoir. Et je peux vous dire que vous n'avez pas envie d'avoir du pouvoir. Si c'est ça, si c'est comme ça que ça marche, vous n'avez pas envie. Je vous garantis. Ça, vous êtes né dedans, et bon ben voilà, vous avez été embringué par le système de pouvoir, soit vous n'êtes pas né dedans, et si vous découvrez ça de l'extérieur, ça va pas vous plaire, hein. C'est extrêmement euh, je sais même pas comment dire en fait. C'est très dur psychologiquement, hein. En gros, hein, c'est de la torture psychique permanente, et c'est ça qui fait que enfin, c'est au cœur de cette mécanique du pouvoir. Et il explique d'où ça vient, et il fait remonter ça à Sparte notamment, qu'il prend souvent par exemple, mais pas que, il dit, c'est une technique pour créer des armées, c'est une ancienne technique pour créer des armées qui s'est sophistiquée avec le temps et qui a perduré, hein, jusqu'à nos jours. Donc il explique tout ça, et je dois dire que j'ai pris plusieurs baffes, hein, et pourtant je suis pas né de la dernière pluie concernant ces sujets-là, hein. Notamment celle-ci, la mort par la méritocratie. Alors là, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire? Parce que moi, je fais partie de ceux qui, entre guillemets, qui croient à la méritocratie.
on travaille, et celui qui travaille mieux ou plus, bah, c'est normal qu'il gagne mieux au plus. Bon, bah là, en fait, et ouais, c'est pas si simple. Donc il explique, en fait, je vais pas mettre d'extrait, il y a trop de vidéos, pour les retrouver, ça serait trop compliqué. Mais il explique, en fait, comment la méritocratie peut devenir un système totalement, mais alors complètement toxique. Alors, ça ne veut pas dire que le principe de la méritocratie est à jeter à la poubelle, hein, mais là, en fait, de même que l'égalitarisme peut devenir toxique, de même que l'idée d'égalité peut devenir toxique, l'idée de mérite peut devenir toxique. Et j'avoue que ça m'avait pas vraiment traversé l'esprit. Donc, voilà. Et toutes les vidéos sont comme ça. Toutes les vidéos, c'est une baffe. Il y en a une ou deux où, voilà, j'ai moins accroché, mais la plupart de ces thèses, en fait, sont assez incroyables. Bon, voilà, on pourrait en parler très très longtemps, même prendre chaque vidéo ou même chaque extrait et commenter à l'infini. Et peut-être que je le ferai si jamais certains d'entre vous regardent des vidéos et que ça vous intéresse qu'on en discute plus en détail. Auquel cas, mettez-moi un extrait, hein, dites-moi, il y a ce passage-là que j'aimerais bien dont on discute. Ne me dites pas qu'est-ce que tu penses de la vidéo truc, je vais pas toutes les regarder, ok? Mais voilà, maintenant que j'ai dit ça, et je précise que je pense que ces thèses sont crédibles. Je peux pas dire si c'est totalement vrai, mais en tout cas c'est très très crédible. Et pour ma part, je pense que ça décrit plutôt bien les, les- les arcanes du pouvoir. En tout cas, les très hautes sphères. Mais après, au-delà de ça, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord, et il y a un point, enfin, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup dans cette chaîne. Mais vraiment beaucoup. Et j'en ai débriefé tout à l'heure avec la personne qui m'a fait connaître cette chaîne. On est à peu près d'accord. Donc, on va parler de ces deux points-là. Je vais commencer par le point où je suis pas d'accord. Donc là, à cet endroit, bon, vous n'allez pas forcément pouvoir lire, mais ici, il y a écrit monade, ici, il y a écrit dyade, ici, il y a écrit terre. Ce qu'il est en train de décrire, en fait, d'ailleurs, il en parle là, il dit, c'est le gnosticisme de platonicien. Gnostique, gnose, ça veut dire connaissance. Ça s'oppose à l'agnosticisme, le fait de ne pas connaître, ou de dire on ne peut pas savoir. Donc lui, il décrit le monde comme étant, il y a le cœur spirituel, la monade, qu'on appelle l'amour, hein, il le dit ouvertement, régulièrement, de laquelle émanent différents mondes. Et il y a des intermédiaires qui sont les dyades. Bon, je suis pas un spécialiste de cette vision des choses, mais ensuite, il y a le monde dans lequel nous vivons, qui est très éloigné de la monade, de l'amour. Donc, bah, vous avez compris, ici, c'est pas le règne de l'amour. Donc, c'est comme ça qu'il explique ce qui se passe sur Terre. Ici, c'est le mal qui règne. Et pourquoi l'amour aurait créé un monde qui contient du mal? Ben, en fait, c'est parce que l'amour est parfait et en fait, il veut connaître. Donc, il a besoin d'expérimenter. Et pour expérimenter, eh bien, il faut qu'il y ait cette partie séparée de lui-même qui expérimente des trucs et puis qui revient à la monade et qui ramène les expériences. Donc ici, en fait, on est là pour faire l'expérience du mal quelque part. Et donc, ben, il dit jamais qu'il est gnostique, mais c'est vraiment très très proche des thèses gnostiques. Alors, qu'est-ce qui me va pas là-dedans? Donc moi, en fait, il faut comprendre que, en tout cas, en Occident, depuis Platon, il y a un débat métaphysique qui n'est pas tranché. Je le précise, hein, je suis pas en train de vous dire, c'est moi qui ai tout compris. Donc il y a un débat métaphysique. Est-ce que ce monde est matière? Est-ce que ce monde est issu de la pensée ou autre chose? Et il y a plusieurs camps en fait. Donc déjà, il y a les dualistes. Ils disent il existe deux substances différentes, la matière et l'esprit. Et puis certains vont dire c'est la matière qui prédomine sur l'esprit, et d'autres vont dire c'est l'esprit qui prédomine sur la matière. Donc ça peut se traduire dans la matière est imaginée par l'esprit, en fait, quelque part, ou sous contrôle de l'esprit. Donc le professeur Xiang, en fait, il se situe là, il se situe ici. C'est un dualiste qui considère que la matière, c'est le mal, et l'esprit, c'est le bien, l'esprit, l'amour. Évidemment, nos scientifiques, aujourd'hui, vous avez compris, ils sont ici. Oui, pardon, j'ai oublié d'expliquer. Les monistes sont ceux qui considèrent qu'il n'y a qu'une seule substance. Donc les matérialistes considèrent qu'il n'y a que de la matière. Alors ça pose des problèmes, hein, parce que comment on explique la conscience? Alors les matérialistes purs, ils disent la conscience est une illusion, ça n'existe pas. Et puis il y a des monistes qui disent il n'existe que l'esprit. Donc la matière est une illusion, du coup, ou une construction de l'esprit, si vous voulez. On serait dans le rêve de Dieu, finalement, ça revient à ça. Hein. Donc pour les dualistes, les deux existent, mais il y en a un qui est meilleur que l'autre, ou qui prédomine par rapport à l'autre. Pour les monistes, il y en a qu'un seul qui existe. Mais il existe un monisme neutre. Ça veut dire quoi, ce charabia? Ça veut dire que
la matière et la conscience ou l'esprit sont les deux facettes d'une même chose. Et cette chose, on ne sait pas ce que c'est, mais on postule qu'il y a une chose qui s'exprime de deux manières différentes. Donc moi, je suis ici, en fait. Hein. Moi, je suis moniste neutre, ou en fait dualiste neutre, dans le sens où bah, il y a peut-être deux substances différentes, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Voilà. Et dans tous les cas, elles interagissent l'une avec l'autre, elles sont reliées. Donc moi, je ne mets pas de hiérarchie entre les deux. Dans tous les cas, que je sois moniste ou dualiste, je ne mets pas de hiérarchie. Je ne dis pas l'esprit c'est mieux que la matière ou est supérieur à la matière, et je ne dis pas l'inverse non plus. Je ne dis pas il n'y a que la matière ou la matière est plus importante que l'esprit. Mais je répète, hein, le professeur Xiang, lui, il est ici. C'est un dualiste idéaliste. Donc en général, on dit juste idéaliste, mais il y a aussi des idéalistes monistes. Donc c'est pour ça que j'explique tout ça. Bon, j'espère que c'est pas trop confus, mais au final, ce qui est important de retenir dans cette histoire, c'est qu'il y a plusieurs métaphysiques possibles. Et le professeur Xiang n'en présente qu'une. Il dit, il est un petit peu ambigu parce que des fois il dit, il y a cette conception qui existe, il dit pas c'est la mienne, mais bon, il se réfère toujours à celle-ci. Et en fait, toute son analyse historique est cohérente avec cette vision-là des choses et pas avec une autre. Quand il dit, et c'est là où je diverge de lui, où je peux diverger fortement. Quand il dit, l'argent est un instrument de pouvoir. Bon, bah oui, c'est une évidence, je vais pas dire le contraire. Par contre, lui, il dit que on pourrait fonctionner sans argent et que l'argent est juste un moyen pour faire travailler les gens. Et il suggère et sous-entend qu'on n'aurait pas besoin de travailler s'il n'y avait pas l'argent. Il dit c'est un système pour nous mettre en esclavage, pour gagner plus de pouvoir. Et c'est tout, rien d'autre. Et il dit très clairement dans sa première version, vidéo, qu'on on pourrait vivre dans l'abondance. Bah là, moi, je suis pas du tout d'accord. L'argent, oui, est un instrument de pouvoir, c'est bien évident, mais c'est pas que ça. C'est aussi un moyen de répartir les richesses. Et c'est aussi un moyen d'accélérer leur production. C'est-à-dire le système capitaliste qu'il décrit comme étant juste un système de pouvoir, bah non, c'est ce qui nous permet d'avoir plus d'abondance matérielle. Sans le système capitaliste, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous avez des famines régulières, parce que vous n'avez pas tout le système avec la chaîne du froid pour conserver les aliments, vous n'avez pas tout le système de stockage moderne, etc., etc. Parce que l'innovation scientifique et tout, et elle provient de ce système capitaliste qui fait bosser les gens. Mais qui fait bosser les gens parce que derrière, bon, là c'est mon regard moi j'ai fait des études, alors lui il va me dire ouais t'as été matrixé. Bon d'accord, mais mais quand on fait des études en sciences, tout ce qu'on voit en sciences on peut le vérifier, je veux dire, c'est pas des trucs sortis du chapeau des gens. Vous pouvez faire l'expérience de laisser tomber une pierre et puis de mesurer sa position et d'en déduire les lois de la gravitation et etc. Et pareil avec l'électricité. Et donc tout ça, ça sort pas de nulle part. C'est le système qu'il décrit, qu'il a créé. Pardon, le système qu'il critique, qu'il a créé. Parce qu'il faut une accumulation de richesse suffisante pour que certains puissent passer du temps à glandouiller, à observer ces trucs-là et à produire des théories. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il propose une lecture de l'histoire. Ok, très bien. Mais il y a une autre lecture de l'histoire qui est tout aussi cohérente, voire même plus de mon point de vue, et qui ne rentre pas dans son narratif. Donc ça, c'est la critique majeure que je lui adresse. Et ma critique, c'est pas de penser différemment de moi, c'est de ne pas dire qu'il existe différentes métaphysiques possibles et que lui, tout son narratif s'inscrit dans une métaphysique qui n'est pas la seule et qui colore beaucoup sa manière d'interpréter les choses. Ça ne veut pas dire que toute son analyse sur les structures du pouvoir est fausse. Bien au contraire. Mais c'est dans tout ce qu'il en déduit autour que c'est là où le verre est dans le fruit, selon moi. Notamment, moi, ça me fait sauter de la chaise quand j'entends ça. Dans sa première, je sais plus si c'est la première vidéo, il renie la théorie de l'évolution. Bon, je vais pas faire mon scientiste, mais je vais pas défendre la théorie de l'évolution juste parce que c'est le truc qu'on enseigne à l'école. C'est pas ça. C'est que, en fait, la théorie de l'évolution, c'est une théorie tellement puissante qui sert dans tellement de domaines en dehors de la biologie. Hein, je peux vous dire, dans l'informatique, s'il n'y avait pas la théorie de l'évolution, on n'aurait pas les IA. Hein, donc pour moi, c'est très compliqué de remettre en cause la théorie de l'évolution. Ça n'a pas de sens pour moi. Pas de sens concret. Hein. J'ai utilisé la théorie de l'évolution pour la simuler dans des programmes, je l'ai vu faire, je vois ce que ça donne. Donc, bon, voilà. En plus, pour moi, c'est que tout son narratif qu'il construit, c'est une théorie de l'évolution des sociétés et des groupes sociaux au sein des sociétés. Donc, pour le coup, voilà, je vous dis, c'est la partie où je suis pas d'accord. Mais je répète, pour que ce soit bien clair, son analyse des structures du pouvoir, je la trouve extraordinaire. Elle est vraiment très bien étayée et très bien amenée. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, il faudrait lire énormément de livres et de travaux universitaires pour valider. Donc, ça dépasse mes compétences. Voilà.
Et maintenant, on va en arriver à la dernière partie, le gros point d'interrogation, qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Qui c'est ce professeur? Parce que il enseigne en Chine. Alors, il a fait ses études, en partie au Canada, puis après il est parti aux États-Unis, il a fait l'université de Yale. Donc quand il décrit notamment, dans cette vidéo, la mort par la méritocratie, il est très honnête, et j'ai beaucoup apprécié. Il dit, «Bah, je suis allé à Yale parce que j'étais très ambitieux et c'est l'endroit où vont les gens qui sont ambitieux» et c'est pour ça qu'il connaît, comment ça se passe. Donc il décrit ce qu'il a vu de l'intérieur, mais c'est pas un témoignage, c'est une analyse historique, je pense assez objective. Donc il connaît ce dont il parle. C'est quelqu'un qui a vu l'Occident. C'est pas parce qu'il est en Chine que, il raconte tout ça, sans savoir de quoi il parle. Et c'est là où ça devient un petit peu ambigu, parce que il critique beaucoup, c'est son droit, l'Occident et les racines historiques de l'Occident. Il dit, ben, ce sont les forces du mal. Et d'ailleurs, il dit que l'Empire américain actuel est une anti-civilisation. Et il dit aussi que Rome était une anti-civilisation. Et de la manière dont il dit, oui, pourquoi pas. Par contre, il est très, très, très léger en ce qui concerne le système chinois. Bon, il y a une ou deux vidéos où il dit, oui, c'est pas beaucoup mieux en Chine, mais voilà, c'est absolument tout ce qu'il dit. Tout le reste, ça concerne l'Occident. Et ce qui est très étonnant dans son travail, c'est la qualité du travail. Peut-être que c'est quelqu'un de supérieurement intelligent qui, bon, il a à peu près, il a un peu plus de la cinquantaine, il a eu le temps d'absorber toutes ces données historiques. Mais en fait, moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai écouté ça, c'est la synthèse et la clarté qu'il a réussi à produire. La clarté de la synthèse qu'il a réussi à produire. Il va piocher dans tellement d'éléments historiques, mais aussi psychologiques, sociologiques, économiques. Et pour les sujets que je connais, il fait pas d'erreur. Par exemple, à un moment, il parle de la manière dont l'argent est fabriqué, la création monétaire. Il parle des réserves fractionnaires. Et ben ça va, il se prend pas les pieds dans le tapis. Alors que bon, souvent, les thèses conspirationnistes sur la création monétaire, en fait, ils comprennent pas comment ça marche. Ou ils oublient des pans entiers de la manière dont ça fonctionne. Donc du coup, ben, ça fout en l'air un peu le crédit de ce qu'il raconte. Là, c'est pas le cas. Donc il propose une synthèse historique gigantesque qui part du début des civilisations. Il part même de l'effondrement de l'âge de bronze. Mais ça demande des connaissances historiques sur les civilisations gigantesques, tout ça. Donc peut-être qu'il y a des livres que je connais pas, qui mâchent bien le travail, mais bon, sincèrement, il va piocher dans la philosophie de Kant, qu'il a l'air de bien connaître. Je pense pas qu'il ait appris tout ça à Yale, enfin je sais pas. En tout cas, pour moi, ça me pose beaucoup de questions. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ben parce qu'en fait, je soupçonne qu'il y ait une équipe derrière. J'ai du mal à croire qu'il soit tout seul. C'est possible, je ne dis pas le contraire, mais ça a quand même l'air d'être un travail collectif, toute son histoire. Mais même si ça l'était pas, ça va pas changer la suite de ce que je dis. Je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Il est en Chine, il enseigne à des Chinois. Alors certes, il met ça sur Internet gratuitement. En plus, ces vidéos ne sont pas monétisées pour la raison qu'il dit lui-même, c'est qu'il est contre le système d'argent actuel. Donc il dit que pour retourner à la monade, il faut cultiver l'amour, qui est l'étincelle de monade qui est en nous, et que l'argent est contraire à ça. L'argent nous en éloigne. Donc il est cohérent dans sa démarche. Ok, très bien. Mais il faut qu'il mange quand même. Donc et là, il est payé par quelqu'un. Donc il est payé par l'État chinois. Donc il a un salaire, il a une situation. Donc ok, il veut pas devenir plus riche que ce qu'il n'est, mais il faut quand même un minimum. Bref, donc je ne peux pas m'empêcher de poser la question, et je n'affirme rien, hein, c'est une vraie question, c'est pas un procédé rhétorique pour jeter le discrédit sur son travail. Je peux pas m'empêcher de me poser la question, si ça ne fait pas partie du système de guerre hors limite que la Chine a mis en place envers l'Occident, parce que bon, je pense que si vous suivez cette chaîne, vous n'êtes quand même pas ignorant de la situation géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Donc là, c'est peut-être une opération, peut-être que c'est un vrai professeur qui croit dans tout ce qu'il dit, mais peut-être que ça a été poussé par un ou deux mandarins de je ne sais où pour le mettre en avant, parce que ça fait aussi partie d'une opération plus vaste de sabotage idéologique de l'Occident. Parce que là, il s'en prend à tous les piliers de l'Occident. Alors un pilier que moi-même, je conteste, hein, donc la démarche en soi, mais je la conteste pas comme lui, et je conteste pas les mêmes choses. Oui, on est dans un monde matérialiste, oui, la notion d'individu, elle est complètement remise en cause par les sciences cognitives, et pas par une métaphysique dualiste. Et l'argent, oui, bien sûr que il y a des jeux de pouvoir derrière, et que si on va creuser un petit peu ce qui se passe dans les banques et les banques centrales, bon, voilà,
tout n'est pas super, super rose, hein, et c'est pas pour rien d'ailleurs que je me tourne vers les cryptos, puisque là au moins on sait à quoi on a affaire. Et qu'il n'y a pas des gens qui peuvent manipuler tout ça un peu comme ça les arrange. C'est le principe de la crypto, là. C'est pas moi qui tient un discours anticapitaliste. Bitcoin a été inventé suite au crack de 2008, en réaction à la politique des banques centrales. Il y a des gens qui ont dit non, bah non, en fait, non, j'accepte pas, donc je propose un autre système plutôt que de me plaindre. C'est de là que ça vient à la base. Donc ce système est tout à fait critiquable, hein. Mais critiquable pour ou par une métaphysique dualiste, en fait, oui, c'est quasiment, enfin c'est un discours très très spirituel, hein, ce qu'il enseigne. C'est d'autant plus étonnant dans une école et d'autant plus étonnant en Chine. Mais bon, c'est pas la même chose. Il y a un mélange des genres que je pratique moi-même, hein, donc je ne vais pas non plus. Ce serait l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Puisque j'essaye justement, moi aussi, de développer une vision intégrative de tous les domaines de la vie. Parce que pour moi, c'est une spiritualité, c'est pas un truc séparé du reste. C'est quelque chose qui nous aide à naviguer dans le réel. Donc forcément, la spiritualité doit s'appliquer, ou doit avoir des trucs à dire sur le politique, sur le social et tout ça. C'est ce que je fais, même si à la base, je suis pas du tout politisé. Bon, petit à petit, je vois que il y a des interactions entre tout ça, que ce qu'on appelle spiritualité, en fait, il y a différents types de spiritualité. Donc pour l'instant, au départ, je vous avais parlé de spiritualité de droite et de gauche. Donc j'ai renommé ça. Maintenant, je vais parler de spiritualité chaude et de spiritualité froide. Et même, il y a une deuxième dimension qui est les spiritualités sèches et les spiritualités humides. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaud, c'est plutôt orienté pratique, orienté action et orienté émotion. Froid, c'est plutôt réfléchi, calculé, détaché. Sec, c'est une spiritualité qui est fondée ou qui met au centre une hiérarchie. Et humide, bah, c'est l'inverse, c'est fondé sur l'égalitarisme. Donc là, vous pouvez comprendre qu'il y a différents pôles spirituels qui plus ou moins qui s'affrontent, hein, en général, puisque il n'y a pas de carte des spiritualités qui a été faite. Donc bon, c'est une tentative, mais et de comment elles interagissent les unes avec les autres et comment elles pourraient être utilisées de manière complémentaire les unes aux autres plutôt qu'en affrontement les unes des autres. Donc le wokisme, vous avez compris, hein, voilà, on est dans le chaud et humide. L'égalitariste, d'une part, est tourné beaucoup sur les émotions. Donc le professeur Xiang, lui, il serait où? En fait, il est égalitariste, donc il est dans l'humide, mais il est plutôt froid, il est dans l'analyse, en fait. Il est pas trop dans les émotions et tout ça, hein. Donc lui, voilà, c'est une spiritualité altruiste mais détachée, froide et humide. Bon, et en fait, ces spiritualités, souvent, sont des contrepoids à la spiritualité institutionnelle qui, en fait, qui se manifeste sous forme d'une politique. Une politique qui découle elle-même d'une métaphysique, de même que les spiritualités découlent du métaphysique. Et souvent, ce sont, au sein d'un pays, par exemple, il y a souvent une seule métaphysique qui se découle en un système politique ou religieux, plus des spiritualités alternatives. Pour l'instant, j'en suis là dans mon analyse. Mais ce que je veux dire, c'est que donc petit à petit, hein, cette chaîne, c'est un travail en construction, hein. Moi aussi, j'ai cette démarche totalisante ou intégrative de ne pas séparer spiritualité, politique, société, santé et tout le reste. Donc, je peux pas lui faire ce reproche. Mais ceci dit, il n'empêche que si vous regardez ces vidéos, il y a la partie analyse des structures historiques du pouvoir. Pour moi, c'est carré, il n'y a rien à en dire. Enfin, si, après, si des historiens ils disent non, ça c'est faux, bon, ok, là, c'est autre chose. Mais pour moi, ça, c'est carré. La partie métaphysique, je vous ai dit, moi, je la partage pas, et on pourrait en discuter, mais j'ai quand même un paquet de raisons d'y croire. C'est pas juste un choix arbitraire de ma part. Et en plus, il y a cette partie, est-ce qu'on serait pas nous-mêmes l'objet à travers ces vidéos, est-ce que ces vidéos elles-mêmes ne sont pas l'objet d'une guerre spirituelle? Et je dis guerre spirituelle entre la Chine et l'Occident. Une guerre spiritualo-géopolitique, si vous voulez. Ou géospirituelle, allez. J'ose le terme. Parce que il prend la métaphysique occidentale, elle est dualiste, on est imprégné jusqu'à la moelle de dualisme, et il la retourne contre elle, il la subvertit. Donc est-ce qu'il le fait consciemment ou pas? Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il adhère à son gnosticisme? J'en sais rien. Est-ce que tout ça c'est voulu par l'État chinois? Je n'en sais rien, mais bon voilà, je vous le dis, il y a ces aspects-là derrière. Si vous regardez ces vidéos, gardez ça en tête, quoi. Et pour que ce soit clair, si vous me dites, bah oui, toi aussi, t'as des intérêts cachés. Oui, d'accord, ok, mais moi, je suis pas payé par un gouvernement, d'une part, et d'autre part, je vais vous dire, mes intérêts cachés, je suis dans le courant accélérationniste. Voilà, donc, effectivement, je fais partie du monde des cryptos, des geeks,
des technophiles, etc. Donc c'est sûr que ça colore ma vision des choses, moi aussi, hein. Mais voilà, je referai peut-être une vidéo quand il y aura les dernières de la série, quand on aura la conclusion de tout ça. Je peux vous dire que s'il faisait ses cours ailleurs qu'en Chine, en tout cas en Occident, il aurait des problèmes, hein. Son dernier cours notamment, il parle d'un petit État du Moyen-Orient, et de son histoire, enfin, pardon, il parle de l'histoire du peuple qui est venu s'installer récemment au Moyen-Orient, donc vous avez compris de qui je parle. Et je peux vous dire que c'est gratiné, hein. Et c'est toujours pareil, c'est carré, c'est historique. Alors, avec tous les bémols que j'ai dit avant, mais en tout cas, son narratif est assez intéressant, hein. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que là-dessus, il tape sur tout le monde, hein. Tout le monde en prend pour son grade, les Grecs, l'église chrétienne aussi, enfin l'église catholique notamment, hein. Bon voilà. Les seuls qui trouvent grâce, c'est quelques personnages historiques. Donc Jésus, Mahomet, Bouddha, je crois qu'il le cite, j'ai un trou là tout de suite, mais voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc tout ça c'est en anglais. Si certains d'entre vous regardent ces vidéos, si certains d'entre vous ont déjà vu ces vidéos, s'ils ont envie qu'on en discute, en live, en direct sur YouTube, je veux dire, pour faire une émission, moi ça me branche à fond, hein. Ces vidéos sont vraiment hyper intéressantes. C'est du black pill sur du black pill. Bon, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord. Ce qu'il dit est socialement dangereux, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis, en Occident, d'ailleurs je suis étonné que ça soit autorisé sur YouTube, hein. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'étonnent dans ces vidéos. Mais je pense qu'on en entendra parler. Donc il va bientôt atteindre le million. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qui y a derrière. Est-ce que ce sont des Chinois? Est-ce que ce sont des Occidentaux? Est-ce que ce sont des Indiens? Allez savoir, hein. Qui est abonné? YouTube, il sait, mais nous, on ne sait pas. Quel impact ça peut avoir? Parce que c'est... Je vous dis, c'est... Les trucs qu'il dit, c'est... J'étais volontairement évasif là-dessus, hein. Si j'en dis plus, ce sera dans une vidéo pour les membres, hein, parce que je vous garantis que c'est des trucs, on peut pas dire en public, ma vidéo serait censurée au bout de 3 minutes. Donc voilà, mais hyper intéressant sur l'analyse des structures du pouvoir. J'ai jamais vu un travail de cette qualité-là ailleurs. Alors n'oubliez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, et dites-moi si vous avez vu certaines de ces vidéos, ce que vous en pensez, et s'il y en a qui sont intéressés, je répète, hein, pour faire un live dessus, moi je suis chaud.